Bonjour, Monsieur Keita. Pouvez-vous nous faire une brève présentation de vous, s'il vous plaît? Ok. Moi, c'est Dr Kamara Mamadou, économiste de formation, travaillant sur les questions d'ordre macroéconomique. Et voilà. Donc, les questions macroéconomiques concernent tous les grands ensembles dans une nation, notamment tout ce qui peut être relatif à l'emploi, à la production, à la consommation, au chômage, etc. Merci beaucoup de nous avoir reçus. En fait, nous voulons vous poser certaines questions portant sur le thème le Mali entre rupture et permanence. Quelle place dans la géopolitique régionale? Donc, sur ce thème, nous voudrions vous poser la première question qui se porte, vous en tant que spécialiste en économie, quel est l'état actuel du pays après les lourdes sanctions de la CEDEAO? Okay. Alors, notre pays étant une économie en développement, de nos jours, aucune économie ne peut se faire le luxe d'être sanctionnée par ses partenaires. Aucune économie, même les nations développées, même les nations qui ont les bases productives, n'est-ce pas? L'exemple actuel, c'est l'exemple de la Russie. Okay? Malgré les poids économiques et la qualité de l'industrie de l'armement de cette nation, une sanction peut faire toujours mal. En plus forte raison, une économie en développement comme la nôtre et de surcroît, une nation n'ayant pas débouché à la mer. Donc les sanctions sont une catastrophe pour l'économie malienne, malgré notre capacité de résilience. Voilà. Parce que le pays a été vraiment résilient. Les différents pronostics ont été mentis, ont été mis à l'épreuve parce qu'on ne pensait pas qu'avec la sanction, le pays pouvait tenir même 3 semaines. Voilà. On a tenu, mais il y a des séquelles. Okay. Quelles sont ces séquelles? Notamment, ça concerne tout ce qui est secteur productif, n'est-ce pas? Notamment les rôles joués par les PME, n'est-ce pas? Les petites et moyennes entreprises, parce qu'il faut les reconnaître, notre économie n'a pas suffisamment de grandes entreprises. Voilà. On a suffisamment de PME et ces PME ne peuvent pas se faire les luxe d'être dans des situations où ils n'ont pas de marché, où ils n'ont pas de débouché. Il fait que beaucoup de petites et moyennes entreprises au Mali ont des sérieux problèmes avec les établissements financiers maintenant. Parce que la plupart des petites et moyennes entreprises, je parle en connaissance de cause, sont en impayés dans les livres des banques. Donc ça, ce n'est pas... c'est la boire à la mer pour les PME. Okay? Voilà. Nous allons vous poser la question suivante qui sera si le Mali devait rompre ou demeurer aux côtés de l'organisation sous-régionale et régionale, quel est l'impact sur l'économie? Déjà, le Mali n'a aucun intérêt pour rompre avec ses partenaires. Okay. Que ce soit les partenaires au-delà des pays de la CEDEAO et notamment les pays de la CEDEAO. Le Mali, même si le Mali avait des débouchés de la mer, aucune économie de nos jours ne peut s'autosuffire. Okay. Même la première économie a besoin de ses partenaires, l'économie des États-Unis, l'économie de la Chine, ils ont besoin de partenaires. Okay. Donc, une nation en développement, même les nations développées ont besoin de leurs partenaires, en plus forte raison, une nation en développement. Et de surcroît, je vais rappeler, une nation enclavée. Donc, le Mali peut défendre ses intérêts légitimes, tout en laissant une possibilité de dialoguer avec ses partenaires pour éviter les scénarios qu'on a eu il y a le début de l'année passée. L'isolement n'est pas dans l'intérêt d'aucune nation.
Même une nation qui a ses côtes, qui a ses débouchés à la mer, ne peut pas se permettre les leaks d'être isolée. Et quels qu'en soient les futurs problèmes que notre pays peut rencontrer, c'est tout à fait normal et légitime de défendre ses intérêts. C'est une réalité que les partenaires ne connaissent pas, mais il ne faut pas fermer la porte comme on l'a fait. C'est-à-dire nous replier comme des escargots, ce n'est pas dans l'intérêt de la population malienne et du pays. Voilà. Donc, les grands ensembles ont toujours leur rôle à jouer pour faciliter, n'est-ce pas, tout ce qui est commerce, tout ce qui est déplacement des personnes et leurs biens. Voilà. Parce que les replis du Mali sur le soir d'une entité comme la CEDEAO, c'est d'emblée l'instauration des droits de douane entre les produits maliens et lorsque les produits maliens doivent être émis sur les autres, acheminés sur les autres marchés. Or, ça serait de nature à diminuer un peu notre capacité de proposer un bien relativement moins cher que les autres partenaires. Parce que sur les marchés internationaux, les règles du commerce, de la concurrence, fait que les gens vont opter pour les moins 10 ans. Donc lorsqu'on va instaurer les droits de douane maintenant, ça va être des coûts qui permettront d'alourdir, sinon, n'est-ce pas, et d'augmenter les coûts de revient définitifs des produits maliens sur les marchés. Donc, ce qui va jouer sur notre compétitivité, ce n'est pas dans notre intérêt. Déjà, nos capacités de production ne nous donnent pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de compétitivité. S'il faut s'isoler encore et que nos produits soient frappés par les droits de douane importants encore, des deux côtés, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas, même en important des produits. Donc, lorsque c'est des produits qui ne seront pas des produits intracommunautaires, c'est-à-dire qui sont pas faits au niveau de la CEDEAO, donc il va y avoir des dédouanements, ce qui fait que ces produits aussi vont venir chers un peu sur notre marché. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt du consommateur malien que les produits viennent et que nous voulons acquérir sur notre marché soient chers. Parce que ça permet tout simplement d'appauvrir la population. Vous avez un budget de 10 000 pour un produit que vous pouvez avoir à 5 000. Et si ce produit passe à 6 000, c'est un manque en gain de 1 000 francs que tu peux utiliser pour d'autres biens ou que tu peux épargner. Donc, s'isoler, c'est pas bon. S'isoler, c'est pas bon. Du tout. Parlons maintenant de souveraineté monétaire. Alors, on en a assez dit durant les différentes actions de la CEDEAO. Et est-ce que vous pensez que le Mali pourra avoir sa souveraineté monétaire? Et si oui, quels sont les avantages? Chaque nation a droit à avoir une monnaie qui va avoir un cours légal vis-à-vis de ses partenaires d'échange. Et à la matière, il faut avoir sa banque centrale pour avoir sa monnaie. La souveraineté monétaire peut être appliquée par un groupe d'États aussi. Et dans cette seconde configuration, ces groupes d'États vont avoir une banque centrale. Tu vois? Comme l'exemple du franc CFA qui est utilisé par à peu près 8 pays en Afrique de l'Ouest et 6 pays en Afrique centrale. Donc la zone CFA, c'est 14 pays en d'autres termes. Okay? Donc de façon politique, lorsque les États se mettent ensemble pour dire qu'ils vont utiliser la même monnaie sous l'égide d'une banque centrale commune. Ou l'autre façon, c'est que la nation peut décider, c'est comme la Guinée, d'avoir leur monnaie, d'avoir leur banque centrale. Okay? Donc, notre pays peut bel et bien avoir, a le droit quand même d'être souverain sur le plan monétaire. Mais voilà. Cependant, il y a des facteurs à prendre en compte. Il ne faut pas se lancer comme ça. On ne se lève pas un beau matin pour dire que, ok, dorénavant, nous allons avoir notre monnaie. Comme il y a eu lors des sanctions, les gens en ont spéculé, il va y avoir les waris, les colons, quelque chose comme ça. C'est pas comme ça. Il y a d'autres considérations à prendre en compte. Okay.
pour avoir une monnaie, une des conditions, dans la durée, que ça soit une monnaie stable quand même, il faut avoir les capacités de production solides. Il y a beaucoup d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte dans ces questions-là. Les gens aiment se prononcer comme ça sans prendre en compte toutes les externalités issues de cette situation. Voilà. Donc, l'exemple simple est la suivante. Lorsque nous avons opté maintenant, que le Mali opte maintenant pour avoir sa propre monnaie, elle a droit, la nation malienne a droit à avoir sa monnaie, sa souveraineté monétaire. Cependant, est-ce qu'il faut opter pour ça? Est-ce que la structure productive de notre économie maintenant est capable de soutenir, n'est-ce pas, cette monnaie dans la durée? Sinon, les autorités maliennes peuvent décider à partir du 1er janvier 2023, mettre les structures en place pour dire que dorénavant, on n'utilise plus les CFA, on a droit, on utilise les francs maliens et décider qu'un franc malien est égal à $1 US ou est égal à 1 euro. Il n'y a pas de problème. Mais cependant, comment faire maintenant pour maintenir ce cours? En la matière, c'est très simple. Il faut que votre économie soit en mesure de proposer des produits sur les marchés internationaux qui intéressent les autres. C'est dans ces cas que vous pouvez maintenir le cours de votre monnaie. Par exemple, qui est des partenaires chinois ou des gars du RD Congo ou des commerçants sud-africains qui s'intéressent à des produits qui sont faits au Mali. Et de ce fait, par exemple, si laissons le coton, si le Mali parvient à mettre en valeur la filière viande maintenant, et que la viande malienne, qui est de qualité, soit prisée sur le marché international. Déjà, imaginez-vous, est-ce qu'on a toutes les logistiques sur place qui peuvent conserver les viandes en état, avoir des cargos ou des trains pour les exporter vers les consommateurs? Est-ce qu'il y a les moyens qui sont là, qui permettent aux autres de venir les chercher? Il y a tous ces paramètres à prendre en compte déjà avant de se lancer. Donc, vous voyez, lorsqu'on est en mesure de mettre toutes ces infrastructures sur place, ces partenaires extérieurs qui veulent acheter notre marchandise maintenant, ils seront obligés de convertir leur monnaie à la monnaie malienne. C'est ce qui permet à notre monnaie d'avoir un cours fixe à peu près. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Un bien demandé peut se maintenir. Mais lorsqu'on dit par patriotisme seulement, oui, un franc malien à partir de 2023 est égal à $1 US, et cependant on n'a pas de produit qui intéresse les restes du monde, ça ne va pas. Le cours ne va jamais se maintenir, ça va chuter. Vous avez un bien où personne ne demande. Il n'y aura plus de valeur derrière. Donc, oui, pour la monnaie malienne, mais cependant, il faut que notre pays soit capable de produire un bien qui permette d'entretenir ce cours et qui sera un bien qui est demandé par les restes du monde. Concrètement, de nos jours, à part l'exportation du bétail sur pied et le coton dans une moindre mesure, parce que ce n'est pas transformé sur place. Quels sont les produits que l'économie malienne peut proposer sur le marché international? Voilà. Il faut s'occuper de ces volets structures productives à l'intérieur avant d'entamer la question monétaire. Revenons maintenant à l'enclave. Nous savons tous que le Mali est un pays enclavé. Et au cas où le Mali décidait de se retirer des organisations régionales et sous-régionales, quels seront les avantages et les conséquences économiques? Par expérience, un pays enclavé ne doit jamais se replier sur soi. Ce n'est pas du tout ce qui va être conseillé au pouvoir politique malien. La population même n'accepterait pas ça. Ce n'est pas dans notre intérêt de vivre dans l'isolement. Même un pays qui n'est pas enclavé doit rester ouvert. N'est-ce pas?
Et voilà, c'est replier sur soi, dire qu'on ne fait plus partie de... Ça, c'est des discours que les gens prononcent sans vraiment réfléchir à et réellement aux conséquences des propos qu'ils disent. Voilà. Nous ne pouvons pas nous permettre ces leaks. Okay. Même voilà, un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre les leaks, dire que c'est fâché qu'ils disent qu'ils dorénavant ne font plus partie de la CEDEAO. Les externalités négatives quand même vont emporter sur les externalités positives. Nous, on a une économie jeune, avec beaucoup de jeunes qui vont venir sur les marchés de l'emploi chaque année. Donc, si, en tenant compte de ces problèmes d'ordre macroéconomique, on prend des décisions aussi qui n'arrangent pas cette situation, vous voyez que ce n'est pas du tout mieux réfléchi et intelligent. Voilà. Aucune nation n'a intérêt à se replier sur soi, quel qu'en soit son niveau de développement. C'est une très mauvaise chose qu'un pays enclavé comme le Mali dise que oui, je me retire de toutes les organisations sous-régionales et tout. C'est pas la bonne option. Quelles qu'en soient nos différences avec nos partenaires, nous devons défendre nos intérêts tout en gardant un pied, en étant un membre à part entière de ces organisations sous-régionales. Merci beaucoup, M. Camara. Maintenant, la dernière question, ce serait, vous en tant que spécialiste, quel conseil vous avez à préconiser pour un Mali développé économiquement? Le développement d'une nation passe par la formation de ses citoyens. Nous sommes un pays que la nature a doté de grandes superficies et des conditions qui nous permettent d'asseoir les bases de notre développement. Le vrai problème du Mali, c'est la compétence de ses ressources humaines. Donc, lorsque nous allons miser sur l'éducation, lorsque nous avons des citoyens maliens qui ont conscience de l'impact de leur formation, parce que nous sommes dans une économie désormais pilotée par la connaissance, nous sommes dans l'économie de la connaissance maintenant. Donc, dire que je vais développer la production agricole et tout, je prends l'exemple, vous avez vu des nouveaux produits numériques ces dernières années, tout ce qui est développé par les startups dans le domaine du numérique et tout, c'était des produits qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans. Les produits comme WhatsApp, on n'en connaissait pas. Les produits comme TikTok, on n'en connaissait pas. Comme Twitter, on n'en connaissait pas. Donc, il y a une mutation profonde de l'économie. Donc, un pays africain est en train de saisir l'occasion, le Rwanda. Donc, il faut vraiment, pour développer notre pays, il faut vraiment mettre l'accent sur la formation et le contenu de nos programmes. Des citoyens bien formés sont capables de saisir des opportunités et de réfléchir aux opportunités de développement pour le pays. Mettons l'accent sur la formation, que la jeunesse ait conscience, n'est-ce pas, que la formation est la voie pour amorcer, je dis bien amorcer un processus de développement durable. On est en développement. Mais le rythme est un peu lent. Le rythme de croissance que l'économie a besoin vraiment pour se développer rapidement est toujours relativement faible. Voilà. La connaissance permet de pallier ces insuffisances très rapidement. Donc, les futurs ingénieurs formés, les futurs experts financiers et tout, ils sauront apporter des solutions pour que les pays décollent. Donc, les autorités doivent vraiment prendre en compte qu'on ne fait pas semblant d'investir de la formation. Il faut qu'on y investisse réellement. C'est la base pour réussir. Toutes les nations qui ont décollé, ils ont mis l'accent sur la formation. Avec des citoyens malins bien formés, tout est possible. Le Mali peut être un futur Eldorado